Claire Balva, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc on est aujourd'hui à Surfing Bitcoin 2023. On a eu l'occasion de se voir l'année dernière. Et depuis, l'actualité était assez riche pour toi, pour le marché aussi. Donc c'est l'occasion de revenir sur tout ça. Tu as quitté KPMG. Tu as quitté, ça fait presque un an. Ça fait presque un an maintenant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet épisode et nous expliquer ce que tu fais maintenant, tout simplement ? Oui, je suis partie le 15 septembre dernier, donc ça fait déjà longtemps. Juste après notre interview à Surfing. C'est vrai, je ne l'avais peut-être pas encore annoncé, mais c'était la fin d'un cycle pour moi. Ça faisait 7 ans que j'avais monté ma boîte, que je l'avais vendue, donc j'avais besoin aussi de me retrouver, d'avoir plus de liberté. Et donc j'ai développé une activité de conseil et d'expertise, mais en indépendante, donc en freelance en gros. Donc c'est la même chose que ce que tu faisais avant Alors, c'est pas exactement la même chose, puisque alors déjà avant, en fait, la plupart de mon temps, c'était de manager des équipes, ce qui est hyper intéressant en soi, mais ce qui est plus du tout du conseil ou de l'expertise pour des clients. Donc là, j'ai remis un peu les mains dans le cambouis, ce qui était aussi intéressant. Et puis avec Blockchain Partner, il y a eu différentes phases tu vois, dans les 7 dernières années. Et finalement, j'avais passé plus de temps à gérer des projets de développement technique, par exemple, et d'innovation qu'à faire du vrai conseil pour des projets stratégiques et des projets qui voient le jour pour des entreprises. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça reste du conseil grand compte sur la crypto, sur la blockchain. C'est ce que j'allais te demander, tes services actuellement, ça touche à quoi? C'est assez diversifié Ouais, c'est ça. Ça peut être. Alors, moi, je cible plutôt les grandes entreprises parce que c'est des missions qui sont plus durables. Donc, c'est de l'expertise. Tu vois, c'est des boîtes pour qui je fais 1 ou 2 jours d'expertise par semaine et qui, alors, soit elles ont des besoins du genre, on voudrait benchmarker tous les prestataires qui nous permettent d'avoir, je sais pas, du wallet as a service, par exemple. Ça peut être des questions sur, je sais pas, la TVA, sur des types de smart contracts. Alors, ça peut être des questions juridiques comme techniques. Et finalement, moi qui suis assez généraliste, même si je n'ai pas la réponse précise, je sais quand même les orienter, leur dire quels vont être les obstacles et les aider à trouver aussi les bons partenaires, les bons prestataires. C'est ça, j'imagine que tu les renvoies des fois vers d'autres professionnels. Je fais bénéficier un peu de mon réseau et je les aide aussi à anticiper certaines tendances qu'ils n'ont pas forcément le temps de voir parce qu'ils sont nés dans le guidon dans tous leurs projets. Donc c'est aussi une question de veille un peu stratégique pour ces boîtes-là. Justement, tu parles de tendance, ça fait finalement 8 ans que tu es consultante, plus ou moins, à travers Blockchain Partner dans un premier temps, KPMG France. Est-ce que tu as vu les choses évoluer au niveau des demandes de tes clients? J'imagine que oui. Beaucoup. Comment tu l'as vu évoluer? Est-ce que la perception du sujet a changé tout simplement au fil du temps et comment? Oui, déjà la sémantique a changé. Tu vois, moi j'avais monté une boîte qui au début s'appelait Blockchain France, puis Blockchain Partner. On parlait beaucoup de blockchain. Parce que politiquement, parler de crypto, c'était compliqué de toute façon. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Web3, tu vois, on parle même un peu de métaverse, des choses comme ça. Donc, la sémantique a changé, les demandes ne sont pas exactement les mêmes. Tu vois, je me souviens en 2016-17, nous, on avait beaucoup de demandes de département innovation dans les entreprises qui voulaient faire des POC. Ils avaient du budget pour faire des proof of concept sur la blockchain. Limite, ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils voulaient dépenser leur budget. Ils savaient qu'il fallait y aller. Donc, voilà, pour faire un prototype sur la blockchain. Donc c'était ton rôle de les orienter un petit peu? Exactement. Donc en fait, nous, on arrivait, on les formait un peu, on réfléchissait avec eux sur les cas d'usage intéressants pour leur boîte quand même, pour ne pas faire un truc dans le vent. Et puis après, on développait le POC, on voyait ce que ça donnait. Et en fait, petit à petit, alors déjà au niveau des secteurs, tu vois, tu as eu des tendances où, à un moment, par exemple, quand AXA avait lancé son produit Fidzi, derrière, tu as eu une espèce de tendance où tous les assureurs ont voulu faire de la blockchain parce que leurs concurrents en avaient fait. Il fallait se placer. Exactement. Les banques, par exemple, à l'époque, regardaient déjà beaucoup la blockchain, mais ne regardaient pas du tout les cryptos. Aujourd'hui, on sent que les banques, les gestionnaires d'actifs, les institutions financières commencent à regarder vraiment les cryptos, même si elles ne le disent pas toutes publiquement. Et puis, en fait, on est passé sur des projets d'envergure. Tu vois, même des boîtes dans le retail ou dans le luxe, aujourd'hui, elles vont lancer des vraies collections de NFT. Elles ne vont pas juste faire un POC qui ne sera pas visible du public. Donc on est vraiment sur des projets qui vont en production. Donc tu as vu les clichés autour des crypto-monnaies un petit peu disparaître avec le temps. Enfin, il y a toujours, j'imagine, des progrès à faire. Je ne vais pas jusqu'à dire disparaître, mais je les ai vus diminuer. En tout cas, ce que moi je trouve très appréciable, c'est que maintenant, au sein de quasiment toutes les entreprises que je peux rencontrer, il y a toujours un interlocuteur ou une interlocutrice qui connaît bien le sujet.
Et ça, ça change la donne. Ouais, ça change la donne parce que du coup, tu peux parler un peu plus finement, un peu plus techniquement, et tu n'as pas à démystifier tout pour quelqu'un qui débarque sur quelque chose de technique il y a seulement 2 semaines. Bien sûr, bien sûr. On a eu depuis un an, du coup, notre dernière interview, beaucoup de soubresauts dans l'écosystème crypto. Je pense à FTX, je pense aussi à la régulation aux États-Unis, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que tu sens notamment que l'effondrement de FTX, de Luna, tous les scandales voilà, dont on peut entendre parler, les hacks aussi sur différents protocoles, est-ce que tu sens que ça atteint un petit peu la perception de tes clients? Est-ce qu'il y a une réticence nouvelle liée à ça et aussi au bear market tout simplement? Alors moi je ne l'ai pas vu directement chez mes clients en tout cas à ce moment-là parce que j'avais pas de... j'avais des clients en grande boîte mais pas dans le secteur financier. En revanche, tous les échos que j'ai pu avoir m'ont fait dire que dans les grandes banques, les institutions financières, les gestionnaires d'actifs, FTX, ça a vraiment changé la donne et ça a donné du grain à moudre en fait, à tous ceux qui étaient opposés à ces projets. Et donc finalement, ça a décrédibilisé un peu ceux qui voulaient faire de la crypto dans ces boîtes-là. Et donc, il y a eu finalement des budgets coupés, il y a eu des projets arrêtés. Donc oui, clairement, ça a changé la donne, ça a beaucoup ralenti les projets crypto. Tu arrives quand même à expliquer que FTX, en l'occurrence, c'est vraiment un cas qui est séparé du fondamental crypto, entre guillemets, où il y a toujours cet amalgame qui est fait. Oui, non, mais bien sûr que ça, tu y arrives. Mais si tu veux, malgré ça, ce que ça prouve, c'est que faut bien s'imaginer que dans ces boîtes-là, tu vois, il y avait peut-être des gens qui avaient fait des études stratégiques pour leur patron, qui avaient parlé des grands exchanges. FTX, c'était le deuxième exchange. Pour peu que FTX soit apparu dans les exchanges, dans le benchmark qu'ils avaient fait, leurs patrons se sont dit, mais attendez, en fait, demain, n'importe quel partenaire avec qui on peut travailler peut être ça, et nous, on n'a pas envie de se mêler à ça. En plus, il y a une difficulté dans la plupart de ces entreprises de savoir évaluer finalement le sérieux des prestataires. Si tu veux, alors à l'époque, j'étais... Tu joues un rôle là-dedans justement? Oui, moi j'étais déjà plus chez KPMG, mais c'est vrai qu'on avait été amené à bosser pour des départements trésorerie ou des départements finance par exemple, qui voulaient acheter de la crypto. Et donc à leur dire, bah, voilà, commencez par créer un compte sur tel ou tel exchange. Et c'est vrai que nous qui étions dans la crypto depuis déjà 6-7 ans, on n'avait jamais recommandé FTX, tu vois, pas parce que on savait ce qui allait se passer, évidemment, on ne le savait pas du tout, mais parce qu'FTX, c'était une boîte très récente. C'était pas le premier exchange qu'on allait Voilà, c'était pas basé dans un pays où on connaissait bien la réglementation. Et donc, même si c'était l'exchange numéro 2 en termes de volume, c'était pas un exchange qu'on recommandait à nos clients. Mais voilà, nous, on avait le recul, on était dedans à plein temps depuis très longtemps. Je pense qu'il y a plein de gens qui faisaient de la veille sur la crypto dans les boîtes, pour qui FTX était un exchange comme un autre. Et donc, ça a été une énorme surprise que cet exchange, qui leur paraissait peut-être très sérieux, puisse s'écrouler. J'ai quand même l'impression dans ton discours, finalement, bon, on est en bear market, voilà, le marché ne s'est pas vraiment amélioré depuis un an, justement. J'ai quand même l'impression dans ton discours qu'on voit toujours des choses se construire, que tu vois toujours des demandes auprès de tes clients. Comment tu juges aujourd'hui la santé du marché, notamment depuis l'année dernière? Comment ça a évolué au-delà du prix qui est fatalement la façade que tout le monde regarde, mais Alors moi, dans mon quotidien, j'ai une vision qui est peut-être un peu biaisée ou en décalage, ou une vision très lissée parce que je bosse avec des grandes entreprises. Et donc, ce n'est pas forcément des boîtes qui vont être très sensibles au cours de la crypto parce qu'elles prennent leurs décisions quand même avec du décalage. Tu vois, les cycles de vente sont longs. Donc moi, j'ai effectivement l'impression que les grandes boîtes, elles n'ont pas arrêté tous leurs projets. Il y a peut-être... voilà, elles voient l'intelligence artificielle qui arrive, ça leur met des étoiles dans les yeux, donc elles ne font pas que du Web3 et de la crypto, mais finalement, il y a encore des projets qui fonctionnent plutôt bien. En revanche, c'est vrai que quand je parle avec des gens qui bossent dans des pure players, tu vois, dans l'écosystème crypto, là, c'est beaucoup plus dur. Il y a des boîtes qui sont en quasi-faillite, il y a des boîtes qui ont dû licencier, et donc c'est vrai que le bear market, comme le dernier bear market qu'on avait connu, tu vois des différences quand même entre ce qui s'était passé il y a 4-5 ans et aujourd'hui ou... Oui, ce bear market est différent des autres? Oui, positif et négatif. En fait, c'est juste que comme le secteur est plus gros, c'est plus impressionnant. Le nombre d'emplois qui est coupé est plus impressionnant, le nombre de boîtes qui ont faillite est plus impressionnant. Enfin, tu vois, c'est vrai que j'ai passé là tous les vendredis chez BFM Business. À un moment, j'avais l'impression que tous les vendredis, on annonçait une faillite d'une nouvelle boîte. Je pense au secteur médiatique, tu vois, qu'on représente. On a des médias majeurs comme The Block, Coindesk qui ont annoncé des licenciements assez importants. Donc ça touche en effet l'ensemble de l'écosystème.
Écoute, depuis un an aussi, on a eu une actualité très riche en termes de régulation. Je pense à voilà, Mika qui a avancé. Bon, c'était déjà aussi avancé l'année dernière, mais on a eu Mika, TFR, un cadre européen, disons, qui s'est vraiment mis en place. De quel œil tu portes sur tout ça? Est-ce que tu as l'impression qu'on a fait les bons choix, qu'on est arrivé finalement sur des textes finaux assez intéressants? Comment tu vois l'Europe vis-à-vis du reste du monde sur ces questions de régulation? Au global, en ce moment, je dirais plutôt positivement, mais je me demande si ce plutôt positivement n'est pas biaisé par le fait qu'aux États-Unis, c'est la catastrophe. Et donc, on se sent chanceux. Et on voit les entreprises américaines qui nous regardent voilà, en souriant et en nous disant accueillez-nous. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression, finalement, les choix qu'on a faits, d'ailleurs qu'on a pu critiquer pour des raisons légitimes, étaient finalement pas si mauvais que ça parce que la clarté juridique était très importante pour des gros acteurs. Malheureusement, cette clarté juridique, elle se fait aussi au prix d'une réglementation peut-être plus stricte, plus lourde, qui va décourager la création de nouveaux acteurs. Donc, je pense qu'on va troquer un problème contre un autre, c'est-à-dire qu'effectivement, on va attirer des acteurs assez gros chez nous, ce qui est super, mais le développement de nouveaux acteurs sur le sol français ou européen va être peut-être un peu plus difficile. En tout cas, je ne pense pas qu'on va avoir des petites startups qui vont se créer comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans. On va plutôt avoir des grands groupes qui vont investiguer ce sujet-là, ce qui est sans doute la volonté du régulateur aussi, de se dire on n'a plus envie que ce soit des mecs dans leur garage qui gèrent les crypto-monnaies. Oui, puis ils ont l'habitude d'interagir avec ces grands groupes. On voit voit d'ailleurs sur l'affiche ici, on a Forge qui est donc une banque, banque de l'UBAC, on a aussi N26 qui est présent, qui est représenté. Donc on voit une forte présence des acteurs bancaires cette année. Est-ce que tu penses que c'est ce type d'acteurs justement qui vont prendre le lead sur les activités crypto à l'avenir en Europe? Oui, c'est une question que j'ai parce que justement, on voit des banques qui se positionnent là-dessus. Mais ceci dit, dans la distribution de crypto, par exemple aux particuliers ou même aux professionnels, la vérité c'est que ces banques-là, même si elles investiguent le sujet crypto, c'est pas elles qui distribuent de la crypto. En réalité, les leaders dans les cryptos, c'est Binance, c'est Coinbase, et puis bon, t'en as d'autres en France, mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que les pure players vont conserver leur part de marché et vont rester dominants, ou est-ce qu'on va voir effectivement des acteurs traditionnels prendre de plus en plus de place, peut-être racheter des pure players sans doute un peu plus petits que Binance et Coinbase pour développer leur activité. Et là, j'ai pas la réponse, mais ça va être intéressant de regarder comment le marché fonctionne. Derrière cette question justement de la régulation, il y a une question de l'harmonisation aussi, parce que c'est de ça que dépend notre compétitivité en Europe, c'est pareil aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'une harmonisation est possible au niveau mondial et finalement, quelles conséquences ça aurait qu'il n'y en ait pas d'harmonisation? Est-ce que ça peut je pense qu'il peut y avoir une harmonisation. Alors, quand on dit mondial, c'est jamais tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir une harmonisation sur les très grands marchés, sur certains sujets. Par exemple, sur la fiscalité, tu peux avoir de la coopération internationale pour éviter la fraude. D'ailleurs, c'est des sujets qui commencent à être abordés dans les groupes de travail internationaux. Tu as déjà une harmonisation qui se fait dans certaines zones. Par exemple, MiCA, typiquement, c'est une harmonisation au niveau de l'Europe sur le sujet PSAN. Donc, c'est en train d'arriver. Maintenant, Tu penses qu'on servira de modèle, justement, ce qui a été fait au niveau européen? On a déjà servi de modèle sur les PSAN. Maintenant, est-ce qu'on servira de modèle sur d'autres choses? Franchement, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas encore traités. Par exemple, comment on considère les DAO. C'est un sujet que le régulateur n'a pas encore traité, ni en France, ni en Europe. Donc, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut aborder le sujet pour faire quelque chose de pragmatique, pour aussi attirer en France tout un tas de gens qui n'ont pas de statut aujourd'hui. Quand tu travailles pour une DAO, qu'est-ce que tu es légalement, juridiquement, on ne le sait pas réellement. Donc il y a encore plein de choses à faire. Je doute qu'il y ait une harmonisation mondiale sur tous les sujets parce que ça n'existe pas sur ça n'existe dans aucun secteur. Marché, voilà, donc je ne vois pas pourquoi ça existerait dans la crypto. Mais on pourrait avoir quelque chose d'équivalent au système financier actuel avec peut-être des pays sur liste noire, avec des coopérations internationales, etc. On oppose là du coup pas mal l'Europe à ce qui se passe aux États-Unis. Tu disais que justement la vision du grand public sur ce qui a été fait en Europe s'est peut-être améliorée du fait qu'aux États-Unis on a un contexte un petit peu difficile. Comment est-ce que tu expliques ce positionnement politique un petit peu aux États-Unis avec la SEC qui voilà, se met un petit peu en conflit avec les exchanges, avec XRP? On a
un cadre assez flou. Comment tu juges ce qui est en train de se passer aux États-Unis en termes de régulation crypto et quelles conséquences finalement pour l'ensemble de l'écosystème? Je pense à une qualification de securities par exemple sur les altcoins éventuellement. Oui, alors c'est un sujet très compliqué. Je pense que, alors mon intuition, mais qui n'engage que moi, c'est que le régulateur américain a été quasi traumatisé par FTX et qu'en fait ils se sont rendus compte que le laisser-faire qu'ils avaient mis en place depuis des années pour ces acteurs-là était risqué. Parce que même si FTX était aux Bahamas, c'est pas exact, et que finalement la branche américaine n'était pas si grosse que ça, ils se sont rendus compte que ça pouvait arriver peut-être à des acteurs américains qui n'avaient pas dans leur radar. Et donc ça les a grandement inquiétés. Et donc c'est plutôt logique qu'ils aient durci leur position sur certains sujets. Alors sur le sujet security, commodity, j'ai l'impression qu'il y a des guerres aussi entre régulateurs, que c'est un sujet très politique. Et d'ailleurs, on voit que le sujet monte au niveau politique, au Congrès américain. Tu as des sénateurs qui commencent à s'en mêler. Donc j'ai l'impression que le régulateur essaye de faire de la politique et pas simplement d'exécuter une réglementation. Maintenant, ce qui se passe est hyper dommageable pour le secteur aux États-Unis, pour les exchanges. Totalement, ouais. Et pour la clarté aussi pour les utilisateurs, tout simplement, qui ne savent pas trop vers où aller et finalement n'ont pas de cadre protecteur, en fait, simplement. Surtout, tu vois, pour un Coinbase qui effectivement était entré en bourse, c'était sous le radar du régulateur depuis un moment. Mais c'est vrai que le régulateur s'est attaqué à certains exchanges qui avaient listé particulièrement beaucoup de tokens dans les mois qui précédaient. Et je pense qu'ils ont simplement choisi d'être beaucoup plus vigilants après FTX. On peut comprendre aussi. Bien sûr. Mais c'est juste qu'à un moment, il va effectivement falloir prendre des décisions, quitte à faire monter le sujet au niveau politique. Peut-être que la présidentielle américaine en 2024 aussi jouera son rôle pour distribuer les cartes. C'est possible, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'analyser justement la décision de justice du juge Torres de mémoire sur XRP, Ripple, qui est très flou au demeurant, qui consacre d'une certaine partie Ripple comme n'étant pas une security, d'un autre comme étant. Oui, c'est selon la distribution. Selon la distribution. Je n'ai pas fait une analyse détaillée, mais... Finalement, en fait, ce que dit un petit peu ce jugement, c'est que la distribution qui est faite à des investisseurs institutionnels, ça fait de Ripple un security, et lorsque c'est sur le marché secondaire, donc aux utilisateurs, ça n'en est pas. Donc, le security est censé être un statut protecteur, mais là on protège l'investisseur institutionnel et pas l'utilisateur. Donc c'est un petit peu incohérent, non? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, alors je ne sais pas exactement ce que le juge a essayé de faire. Il faut bien se rendre compte qu'aussi dans ces pays-là, une décision que peut prendre un juge a une valeur très importante parce que derrière ça fait jurisprudence. Donc c'est aussi possible que le juge ait voulu éviter de faire jurisprudence sur de la distribution aux particuliers. En se disant que finalement, si XRP était considéré comme une security dans la distribution aux particuliers, ça avait des conséquences pour la quasi-totalité des cryptos. Donc, c'est possible. Mais tu vois, je ne suis pas juriste en droit français, encore moins en droit américain. Donc, c'est un sujet très complexe. Voilà, j'admets la limite de mes compétences aussi là-dessus. Bien sûr. On a le sujet des ETF aussi aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités que ce soit approuvé? Alors là encore, c'est dans les limites de tes connaissances juridiques, mais est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit approuvé? Et surtout, est-ce que tu penses que ça aura de vraies conséquences sur l'écosystème en termes de développement, d'apport de liquidité, etc. Oui. Alors je pense que c'est possible que ce soit approuvé, mais là, pour me prononcer vraiment, il faudrait pas juste des compétences, mais avoir des infos un peu plus, des infos d'insider sur ce qui se passe chez le régulateur américain. Je pense que ça aura des conséquences si effectivement c'est approuvé. Parce que moi, ce que je vois chez beaucoup de grandes boîtes, même chez des gestionnaires d'actifs traditionnels, c'est que c'est assez difficile pour eux d'avoir de la crypto dans leur bilan et de gérer directement de la crypto. Et donc le développement d'ETF, Bitcoin et crypto en général est très important pour ces acteurs-là et permettrait vraiment le développement des cryptos en tant qu'actif. Pas en tant que monnaie, pas en tant que moyen de paiement, mais vraiment en tant qu'actif. Et donc, ça permettrait de développer leur rôle en tant qu'actif d'investissement. Bien sûr. On parle beaucoup là, de régulation, d'investisseurs institutionnels, de développement. On est à Surfing Bitcoin. Finalement, les racines de Bitcoin, ce sont les valeurs cypherpunk, libertariennes, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible de conserver ces valeurs-là dans un monde où on est en train d'essayer de réguler et d'adopter? Est-ce que finalement, Bitcoin n'est pas fait pour être adopté s'il veut conserver ses valeurs? Je dirais que
tu peux très bien avoir une large adoption de Bitcoin en tant qu'actif, investissement, etc. Ça ne nuit pas pour autant au protocole Bitcoin qui continue de fonctionner et qui lui, garde les valeurs cypherpunk d'origine. Ce qui change, effectivement, c'est que ça donne de la visibilité à Bitcoin. Et donc, effectivement, tu vas avoir des boîtes genre Chainalysis ou plein d'autres boîtes qui vont faire de l'analyse de données sur Bitcoin. Et donc, tu as des entreprises, mais aussi des institutions publiques, des États qui s'intéressent à Bitcoin, qui regardent ça de près, qui essayent de faire de la traçabilité dessus. Donc, Bitcoin peut très bien se développer tout en gardant ses valeurs, quitte à avoir des usages qui, en fait, seront très différents de la philosophie originelle de Bitcoin. Mais ça peut rendre certains usages de Bitcoin opérationnellement plus compliqués. Typiquement, si tu veux utiliser Bitcoin pour des activités illicites, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire aujourd'hui que de le faire il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux transactions qui passent sur la chaîne. Bien sûr. Donc voilà, pragmatiquement, ça peut rendre les choses plus complexes, mais ça n'enlève pas la possibilité d'un usage de Bitcoin d'outils résistants à la censure, de contre-pouvoir, comme ce qu'il était voulu à l'origine. Très intéressant. Tu as eu l'occasion assez récemment de signer une tribune invitant la gauche en fait, à s'emparer du sujet Bitcoin pour plein de raisons. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce sujet-là? Pourquoi ça te paraît important? Sans dire est-ce que Bitcoin est de droite ou de gauche? C'est un vaste sujet, vaste débat et on n'aura pas une demi-heure Une demi-heure suffira pas malheureusement pour le faire. Mais pourquoi est-ce que tu juges que finalement la gauche devrait s'intéresser à ce sujet-là? Alors déjà parce que je considère que c'est un sujet important, que c'est un sujet stratégique, que ça pose plein de questions sur la monnaie. Et donc faire l'impasse dessus, c'est faire l'impasse sur un sujet important. Donc quand on est un parti politique ou un mouvement politique, on se doit d'avoir une position sur des sujets qui sont des sujets bouleversants pour la société. Maintenant, moi, mon propos, c'était plutôt de dire, en fait, quand on lit un peu, tu vois, certains articles, certains tweets, ce qui circulait sur les réseaux sociaux dans les mois qui précédaient, on avait un peu l'impression que déjà qu'être de gauche et aimer la crypto, c'était pas possible. Et, il y a eu un positionnement assez radical en ce sens. Voilà. Et donc moi, je trouvais ça frustrant. Je trouvais que c'était dommage parce que finalement, non seulement ça désintéressait des gens de gauche de la crypto, c'est-à-dire que finalement des gens qui s'identifiaient à des tendances de gauche se disaient ah bah ok, donc en fait la crypto c'est un truc de néo-libertarien, limite fasciste, etc. Qu'il faut mettre de côté. Exactement, abandonner. et donc ça les désintéressait du sujet alors qu'ils auraient pu avoir une position, alors potentiellement une position critique, mais tu vois, se faire aussi leur propre avis sur le sujet. Et de l'autre côté, finalement des gens qui étaient dans la crypto et qui avaient un peu une sensibilité de gauche ont commencé à se dire ouais, mais en fait, si je suis là, c'est que je suis en dissonance cognitive. Donc peut-être que c'est que je ne suis pas de gauche, ou peut-être que, j'ai mal compris le sujet, la gauche c'est nul. Ou voilà. Et donc je trouvais ça important de trouver une position un peu équilibrée qui dise, en fait, si, on a le droit de se sentir globalement de gauche, même si c'est hyper généraliste ce que je dis, mais on a le droit de se sentir appartenir à des tendances de gauche et de considérer que Bitcoin ou les cryptos en général sont des sujets importants et apportent des choses à la société. Et c'est pas être en dissonance cognitive de dire ça. Et on peut tout à fait d'ailleurs admettre que les cryptos posent aussi un certain nombre de problèmes. Moi, je vois plein de choses dans la DeFi ou dans le wash trading, etc., qui me posent un certain nombre de problèmes aussi moraux, quoi. Et j'ai pas de problème à le dire. Mais on peut avoir une position équilibrée. Et je trouvais qu'il y avait un vide là-dessus et qu'il y avait peu de gens qui écrivaient. Et donc, j'avais pas le temps d'écrire un bouquin, donc j'ai écrit un article très court. Mais je trouvais que c'était important. Ok. À propos des monnaies numériques de banque centrale, donc autre vaste sujet, comment est-ce que actuellement, là, à mi-2023 à peu près, tu vois leur développement? Est-ce que tu penses que ça va vraiment arriver assez prochainement en Europe notamment, dans le reste du monde aussi? Et quelles sont les intentions, en fait, selon toi, des banques centrales en lançant ce type de monnaie? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors je pense que leurs intentions sont multiples et ont d'ailleurs évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, ça partait d'une sorte de réaction à Libra, exactement. Petit à petit, elles se sont rendues compte déjà qu'elles n'avaient pas besoin de blockchain pour faire ce qu'elles voulaient faire.
elles se sont quand même posé la question de la concurrence des monnaies en se disant peut-être qu'il faut qu'on modernise un peu notre monnaie. Nous, on a que le cash, en fait. La seule monnaie de banque centrale qui existe aujourd'hui, c'est le cash. Tout le reste, c'est des monnaies commerciales. Et donc, les banques centrales se sont posé la question, finalement, pas tant de la compétitivité de l'euro, si on parle de la zone euro, mais de leur propre compétitivité en tant qu'acteur institutionnel de banque centrale. Et là, elles se sont dit, le cash est en train de disparaître petit à petit. Est-ce que ça ne serait pas important pour la stabilité monétaire, finalement, ou surtout pour notre compétitivité à nous, notre lien aussi avec le citoyen, qui serait un lien presque marketing, si tu imagines que tu as un wallet de la banque centrale dans ton téléphone aussi. Est-ce que ce ne serait pas important qu'on lance une version numérique du cash? Donc, sujet qui est aussi totalement compréhensible. Et en parallèle de ça, je pense qu'elles ont essayé, et on l'a vu là un peu avec les annonces sur Cash Plus, de trouver une solution à la problématique de souveraineté sur le réseau des paiements. Donc il y a plein de sujets qui s'entremêlent. Qui finalement ne sont pas liés qu'à l'impact des crypto-monnaies sur notre économie. Non. Enfin, finalement, c'est une prise de conscience, tu dis, c'est vrai. Et alors moi, global, j'ai longtemps eu l'impression que ce sujet des MNBC était aussi un moyen de ne pas regarder la compétitivité de l'euro dans le monde crypto, qui est un autre, mais qui en fait est un autre sujet sur lequel je trouve qu'on est encore un peu dans le déni. Tu veux dire la présence de stablecoin euro, par exemple? Exactement, la présence de stablecoin euro. Alors après, à voir avec le développement de MiCA, si tu vois, les stablecoins dollars vont continuer à exister sur les plateformes, etc. Mais ça, c'est un vrai sujet. Et sur les MNBC, moi j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu une bataille entre institutions et régulateurs parce que la BCE aujourd'hui, par exemple, a-t-elle réellement le mandat de lancer une monnaie numérique de banque centrale? Est-ce que le Parlement européen, la Commission européenne vont être d'accord avec ce lancement? Est-ce qu'ils vont avoir des choses à en dire? Moi, j'attends quand même des débats aussi démocratiques sur ce sujet-là, parce que ça ne peut pas être la BCE qui fait juste son truc dans son coin et qui lance une nouvelle monnaie. Comment est-ce que finalement, pour conclure, tu vois l'écosystème se développer dans les 5 à 10 années à venir? Allez, c'est la minute un petit peu prédiction. Est-ce que tu vois des solutions décentralisées continuer à se développer et à toucher un public? Parce que bon, ça va certainement continuer à se développer, mais l'important c'est aussi qu'on ait une petite adoption sur ce point-là. Ou est-ce que tu vois finalement les solutions centralisées capturer tout ça et plier un petit peu le jeu de l'adoption? C'est intéressant parce que on a vu quand même que les acteurs centralisés étaient aussi très faillibles. Et là, je pense que certains vont un peu souffrir de la réglementation qui va être mise en place. Je trouve que les acteurs décentralisés se battent bien, tu vois, et sortent des outils qui finalement sont intéressants. Là, on voit pas mal de smart contract wallet, par exemple. On voit des layer 2 qui arrivent avec des objectifs de protection de la vie privée. Donc moi, je suis relativement optimiste là-dessus et je pense qu'en tout cas, il y aura toujours un écosystème un peu, je ne vais pas dire pirate, mais en tout cas décentralisé qui va subsister longtemps. Alors, est-ce que... Aussi marginal que celui d'Internet aujourd'hui, par exemple, ou un peu plus... Alors, j'espère plus développé, mais très franchement, j'en sais rien. Ça va dépendre des outils qui seront mis en place, de l'expérience utilisateur. Et ça va dépendre de la force de frappe aussi des acteurs centralisés. Mais je pense que dans l'essence même de certaines cryptos, il y a aussi cette volonté de rester très décentralisé et presque de réparer les erreurs qui ont été faites avec Internet. Et donc, c'est pas impossible qu'on améliore un peu les choses. Mais effectivement, contrairement à il y a 5 ou 10 ans où je me disais ça va être super décentralisé, je suis peut-être moins optimiste aujourd'hui. Ok, bon, on verra. Merci Claire Balva pour cette interview et à très bientôt. À bientôt.